bonsoir à vous, bonsoir à toi Alexandra, d'être ici pour parler de ton dernier et premier livre, Les gens normaux n'existent pas, un livre assez fabuleux, que je commence à connaître par cœur, publié récemment aux éditions Robert Laffont. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alexandra, il est possible que sa tête vous dise quelque chose, parce que Alexandra, tu es journaliste, tu as collaboré avec Emmanuel Chin, travaillé sur Arte, Canal+, M6, France 2, et tu travailles avec Polo sur Paris Première, voilà, en ce moment. C'est là que je l'ai rencontrée d'ailleurs, pour l'un de nos bouquins. Oui. Hein, c'est là qu'on s'est croisés et j'ai été assez bluffée par la dame. Alors je te reçois pour ce livre, Les gens normaux n'existent pas. Il s'agit d'un premier livre, lequel me frappe par sa profondeur et sa justesse de ton. Il est la traduction littéraire, le récit ému, engagé de 12 documentaires, 21 jours, que France Télévisions a diffusés. Ce sont à chaque fois des expériences humaines qui t'ont surprise, bouleversée, amusée. Et ici, dans ce livre, ce sont tes mots. Il a donc fallu changer de genre, changer de langage. L'image, ce n'est pas l'écrit, et nous reviendrons sur les difficultés inhérentes à la translation tout au long de la discussion. Alors, tu as été préfacé par un grand monsieur, le romancier Emmanuel Carrère, qui est également un collègue, qui est journaliste, et qui ne tarit pas d'éloges sur ton talent. Le principe de 21 jours est l'immersion. Un observateur plonge dans un milieu qu'il ne connaît pas, qu'il découvre et fait découvrir au lecteur ou au spectateur. Il y a des maîtres de cette discipline, Jack London, qui a côtoyé le peuple de l'abîme, George Orwell, qui, dans Le Quai de Vigan, a hanté les bas-fonds de l'Angleterre en crise. Il y a des maîtres, oui, mais aussi beaucoup de voyeurs pressés de voler des images. La démarche prête le flanc à la critique. Quand le milieu décrit est pauvre et humilié, comme c'est souvent le cas, on peut juger obscène d'y passer 3 semaines ou même 3 mois en observateur, mi-touriste, mi-espion, avant de retrouver son appartement douillet et de faire agréablement frémir au spectacle de la misère d'autrui. Et Emmanuel Carrère ajoute: l'étonnant, c'est que ça marche. Si artificiel et mi-chair, mi-poison que puisse sembler ce dispositif, Alexandra s'en accommode avec un naturel déconcertant. Cela tient, je pense, à des qualités humaines, curiosité, humour, absence de préjugés, qu'elle partage avec Florence Aubenas, et aussi à ce sens rigoureux de la juste distance que j'essayais de décrire à propos de son complice Philippe Lanier. Jamais elle ne prétend être autre chose que ce qu'elle est, jamais non plus elle ne toise qui que ce soit de haut. Et puis, comme me l'a dit ma fille, quand je lui ai demandé pourquoi ça lui plaisait tellement ces émissions, elle pose des bonnes questions. Alors, ma première question, Alexandra, c'est pourquoi cette nécessité de faire un livre alors que tu disposais déjà au départ de films formidables? Qu'est-ce que le passage par l'écrit a apporté de plus au public et surtout à toi-même? Dans un premier temps, j'avoue que c'était assez égoïste. Alors pour ceux qui ne les auraient pas vus, donc ces documentaires, c'était 3 semaines en immersion avec un groupe de gens. Alors vous le verrez, des religieuses dans un couvent, des infirmiers, des infirmières dans un service d'urgence, des ouvriers dans une usine. Donc on avait effectivement, au bout de 4 ans, 12 films d'1 heure, et effectivement j'aurais pu m'en satisfaire, et je m'en satisfaisais. Enfin, c'est ma meilleure expérience professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Sauf que quand on travaille 3 semaines avec des gens, quand on passe 3 semaines avec eux, et qu'on filme quasiment 3 semaines non-stop, et qu'on en fait un film d'1 heure, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête, que je n'ai pas raconté dans les films, parce que le but c'était quand même de parler des autres et pas de moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai ressenties, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait changer dans les mois qui ont suivi, que je ne mesurais pas au moment où je les vivais. Et donc tous ces sentiments, ces choses qui m'ont un peu qui m'ont changé en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de les raconter par écrit, que ça enrichirait et ça clôturerait de belle manière l'expérience des 12 documentaires. Alors, je
je vous propose de voir là un premier extrait. C'est vrai que la technique commence à... C'est la première fois qu'on a une soirée comme ça, on est un peu angoissé. C'est ce qu'on préfère avec Cécile, la technique. Un extrait de tes 21 jours consacrés aux aveugles, et où on va te voir t'aveugler volontairement. Et je crois que le principe t'angoisse un peu. Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. À 40 ans, je m'apprête à perdre la vue, volontairement et durant 21 jours. J'ai une peur bleue de cette expérience. Et si je veux comprendre de l'intérieur la vie d'un non-voyant, c'est un passage obligé. On va mettre d'abord la gauche. Ça y est. Fermez l'œil. Voilà, on va éviter de prendre des cheveux. Et là, ça va. Je vais vivre en aveugle, mais sous contrôle médical. C'est un ophtalmologiste qui me plonge dans l'obscurité. Bon, alors, donc, je suis la dernière personne que vous voyez avant 21 jours. Alors, je vais placer le deuxième. Oh non. Pourquoi ça marche pas? Voilà. On enchaîne? On enchaîne? On est professionnel? Ouais. Alors, Alex, Bon bah vous avez vu un tout petit bout. elle s'aveugle volontairement. Et alors, Alexandra, je voudrais que l'on considère le principe de la cécité volontaire comme un ingrédient obligé à toutes tes immersions, une espèce de principe qu'on va retrouver de toute façon dans tous tes films. Est-ce que ne plus voir, ne plus contempler son propre monde pour que l'empathie opère, pour pouvoir se projeter à la place d'autrui, pour pouvoir deviner, sentir comme autrui le fait, était une acrobatie nécessaire dans ce film aussi, mais peut-être Dans les suivants dans les aussi. suivants aussi. Est-ce que tu as besoin de t'aveugler pour alors, sentir l'autre? M'aveugler, alors dans celui-là, effectivement, clairement j'étais aveuglée parce que c'est l'expérience qu'on voulait montrer. L'idée c'était de parler du handicap et on s'est dit que la cécité était peut-être la bonne idée parce que tout bêtement je voulais pas être handicapée physique parce qu'il y a tout un tas de choses que j'aurais dû faire quand même, donc me lever en gros, et je voulais pas le faire. Ne pas voir, c'est possible. Je vous dis pas que c'est une promenade de santé, mais c'est possible. L'idée c'était vraiment de s'aveugler. Et en fait, comme c'était le premier tournage, on s'est rendu compte, évidemment en le faisant, et on n'y avait pas du tout pensé avant, que je n'avais pas conscience de la caméra qui me filmait. Parce que moi c'était la première fois que j'étais filmée. Mon travail, je le faisais autrement, j'étais à côté du caméraman et pas devant lui habituellement, quand je posais mes questions de journaliste. Donc là, le fait d'être aveuglé et de ne pas voir le process de tournage, en fait, ça m'a aidée. Parce que d'abord, je ne me regardais pas en train d'être filmée, puisque j'en avais pas conscience. Et donc, je n'étais là que pour les autres. Et en fait, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, effectivement, pour les 11 tournages qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que j'ai conscience de ce que j'étais ou de qui j'étais ou de la manière dont j'avais de m'intéresser aux gens, de les écouter. Si on se levait à 4 h du matin pour aller travailler à l'usine et que j'avais une sale tête, ben j'avais une sale tête comme mes collègues, j'avais pas de maquilleuse avec moi. Enfin voilà, il fallait que j'oublie mon physique. Et pour oublier son physique, ben, il ne faut pas se regarder. Et justement, tu l'écris, ce que tu viens de nous dire ici, si tu veux nous lire ton texte. Donc c'est sur le premier tournage, celui à l'aveugle. Je vais côtoyer durant 3 semaines des gens dont j'ignore absolument l'aspect physique et cela m'est complètement égal. Je n'essaie même pas d'imaginer à quoi peuvent ressembler mes interlocuteurs. Moi qui, comme toutes les femmes, suis préoccupée par mon apparence et celle de mes congénères, tout à coup je m'en moque totalement. En discutant avec les uns et les autres, je m'apercevrai que tous les non-voyants sont dans ce cas-là. La vue revenue, je découvrirai que Sandra est plutôt ronde, qu'elle est vêtue d'un jean et d'un chemisier et porte un bandeau qui tient en arrière ses cheveux mi-longs, morceau de tissu dont le but inavoué est de masquer sur son front une large cicatrice due à son accident. Alors, tu as écrit au sujet de ce film à faire, commençons par celui-là, je ne tiendrai pas 6 mois avec cette trouille au ventre. Et puis plus loin, tu écris, pourquoi avoir accepté cet enfer? Pourquoi m'infliger ce handicap, même s'il est momentané? Tu me le dis, c'était pour toi le film le plus difficile à réaliser. Ah bah,
Bah parce que Les autres, ne ont pas rien l'air simples. voir. Les autres sont pas simples, oui, mais s'aveugler volontairement pendant 3 semaines, c'est quand on, je sais pas comment dire, quand on prépare son travail, qu'on va voir les gens de France Télévisions, qu'on dit voilà, on va parler du handicap, vous allez voir, ça va être formidable, enfin on va comprendre ce qui se passe dans la tête des aveugles, et moi je ne vais rien voir, je vais habiter chez moi, et puis je vais prendre des cours de canne blanche, tout ça c'est des paroles, ou c'est un dossier, alors on tape, on fait des belles phrases, c'est formidable. Et puis France 2 vous dit, bah super, on va le faire. Et donc on commence à prévoir une date de tournage, et les jours approchent, et on se dit, bah en fait, je vais rien voir pendant 3 semaines, et c'est horrible. Enfin, c'est un cauchemar, et volontairement, je me suis inscrite pour un cauchemar de 3 semaines. Et c'est pour ça que je me suis dit assez vite, c'est par celui-là qu'il faut commencer, parce que je ne peux pas tourner laisser traîner 3, 4, 5 mois, et puis me dire dans 5 mois, tu as cette espèce d'épée de Damoclès qui va te tomber dessus, c'était pas possible. Donc à partir du moment où on me l'avait commandé, il fallait le faire tout de suite, parce qu'il fallait commencer. Quand on commence, c'est toujours la même chose. Avant on a peur, une fois qu'on est dans la machine, bon bah voilà, ça tourne vite, peu importe, on est dedans, et ça, il se passe ce qui se passe, mais en tout cas, c'est parti. Alors, ne rien voir, ça t'a permis de développer un autre sens, l'ouïe. En tout cas, tu ne percevais plus les choses de la même manière. Et j'aimerais bien que tu nous lises ce passage quand tu es dans la voiture et que tu entends des journalistes, des collègues à toi, commenter une tragédie dont on se souvient tous ici. Donc là, je ne voyais pas depuis 2 bonnes semaines dans mon souvenir. Sur le trajet du retour que nous effectuons en voiture, nous vivons à la radio les pilotes d'une journée interminable qui se soldera par la mort de Mohamed Merah dans un immeuble toulousain. Je me souviendrai longtemps des coups de feu entendus en direct à l'arrière de cette voiture, dans le noir, épuisée par cette longue journée. L'ambiance est morbide, nous ne prononçons pas un mot. Ému par ces heures passées avec Gérard, me voilà maintenant choquée par cette traque, cette chasse à l'homme qu'on nous fait partager comme si nous y étions. Les événements prennent une intensité si particulière quand on les vit sans les voir. L'assaut des hommes du raid m'angoisse. J'ai l'impression que ces coups de feu nous sont destinés, qu'on tire sur nous. J'aimerais regarder le visage d'un de mes camarades, le paysage, n'importe quoi qui me fasse oublier toute cette violence. C'est impossible pour l'instant. D'être enfermé dans soi, voilà, je trouve que ça ajoute encore à la difficulté de vivre des moments comme ça difficiles. Alors, des choses assez violentes, tu en as vécu aux urgences, à l'hôpital. Alors, Alexandra, est-ce que tu peux nous passer le deuxième extrait? Nous sommes désolés. 50 centimes le mort. Et là, alors on va voir si ça marche cette fois. Là, ça fait peur. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Donc, les urgences de l'hôpital. Excusez-nous par avance si... Donc là, j'étais aide-soignante dans un service d'urgence. Les nuits sont longues aux urgences. Tout ça pour 9 € de prime, plus un bonus surprenant. Une prime de 50 centimes pour un aide-soignant chargé de convoyer les corps en cas de décès. C'est une prime générale comptée de transport de corps. Et par corps, tu as 50 centimes que tu vas chercher dans les services et que tu emmènes au funérailles. Et pourquoi on vous donne 50 centimes, je comprends. Ah, c'est pas possible. Bon, aussi, je crois que les extraits, c'est un... À la fois, on a entendu l'essentiel. On a attendu les 50 centimes. 50 centimes le mort. Quand on transporte un corps à la morgue, eh bien, on avait une prime de 50 centimes. Alors, tu dis, tu écris dans ton livre que tu es beaucoup plus bouleversé par la douleur des autres que par la mort qui est partout. Est-ce que tu peux... La mort, vous voyez, comme on en parle aux urgences, c'est-à-dire que ça peut devenir une prime de 50 centimes. 50 centimes, c'est le prix d'une demi-baguette. Et à la fois, s'il y avait une grosse prime pour les morts, ce serait bizarre aussi. Ce serait bizarre aussi, mais c'est pour dire que rien n'a vraiment l'importance qu'on donne, nous, aux choses, en dehors de ce milieu hospitalier. Et la douleur était plus... D'abord, la douleur, elle est beaucoup plus fréquente que la mort. J'ai pas beaucoup côtoyé la mort, en fait, en 3 semaines. J'ai vu... Alors, vous allez dire, c'est déjà énorme, mais j'ai vu 2 ou 3 personnes mourir dans le service. Et c'était des gens plutôt très âgés. Donc, voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais la douleur, par contre, elle est omniprésente.
Et oui, elle est très compliquée à vivre, ne serait-ce que parce que moi, j'y étais pas du tout préparée. Quand c'est un métier, on est plus habitué, on est peut-être préparé à côtoyer la douleur, la souffrance, le regard des gens. Le regard, il n'est pas le même quand on a mal quelque part, ou qu'on est triste, ou qu'on se fait du souci. C'est ça aussi la douleur. C'est que les gens qui arrivent aux urgences, ils sont entourés de mystères, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et donc ça amplifie encore, ils vont mieux quand on leur dit ce qu'ils ont, parfois. Alors qu'ils n'ont pas plus ou moins mal, mais ils vont mieux. Et donc moi, quand je me retrouvais face à cette douleur, j'avais l'impression que tout le monde allait mourir. Ce qui est totalement idiot, et donc les infirmières m'ont assez vite rassurée en me disant « Non mais tu sais, on ne meurt pas toutes les 3 minutes aux urgences ». Et moi, chaque personne qui arrivait, pour moi, était une catastrophe. Donc voilà, j'avais une espèce d'appréhension des gens qui n'étaient pas du tout fixés sur la réalité. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à la supporter. Alors tu écris, l'hôpital apparaît comme un concentré de tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? En France, c'est ça que Oui, dans la société. Les urgences, alors on y trouve les petits garçons qui sont tombés au match de foot du dimanche après-midi, très bien. On y trouve des femmes qui entrent pour des maux divers et variés, parfois pas très graves, mais le gros des urgences, c'est des pathologies psychologiques. C'est des gens qui sont malades d'alcoolisme qu'on a rattrapés dans la rue. C'est des personnes âgées, c'est-à-dire qu'un tiers des personnes qui passent la porte des urgences, c'est des papiers et mamies, qui ont parfois des choses pas spécialement graves, mais que les maisons de retraite ou les enfants ont amené, parce que dans les maisons de retraite, il n'y a pas forcément des médecins, ou parce que les enfants n'ont pas les moyens de gérer des problèmes. Mais pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire que tous autant qu'on est allé à l'école. On n'y est pas allé hier, à part une jeune fille que je vois qui, à mon avis, va toujours à l'école, mais pour la plupart, on était scolarisés il y a 10, 20, 30, parfois 40 ans, et déjà on nous disait que la société, elle est en train de vieillir. On le savait. Et 40 ans après, donc la société a vieilli puisque c'était prévu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour prévoir ça? Rien. On n'a rien fait. Donc les urgences, elles se remplissent de papiers et mamies qui n'ont rien à faire là. Et qui, les pauvres, engorgent les urgences, qui attendent 10, 12 heures sur un brancard dans un coin, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on n'a pas le temps de les prendre en priorité. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont prioritaires. Et il n'y a pas de place. Et il n'y a pas de services spécialisés pour eux. Les services de gériatrie, ils sont pleins à craquer. Les maisons de retraite, elles sont pleines à craquer aussi. Et elles sont très chères. Et encore une fois, elles ne sont pas toujours médicalisées comme il faudrait. Donc s'il n'y a pas de médecin, on appelle pour un oui, pour un non, on appelle les urgences. Et tout ça déborde gentiment. Et après on dit, les urgences c'est mal foutu. C'est pas mal foutu. C'est juste que c'est plein de tous les maux de la société dont il faudrait peut-être qu'on s'occupe pour que les urgences soient désengorgées. Je crois. Alors il y a un autre thème, un autre problème qu'il faudrait éradiquer et qui est pourtant très présent, c'est le problème de l'illettrisme. Tu t'es immergé pendant 3 semaines chez les illettrés dans le nord de la France. On regarde on essaye, mais on essaye. Sinon, on lit Sinon, on lira. On va lire. De toute façon, c'est un très beau passage au sujet de Marie-Agnès que l'on va voir là et qui a été sauvée grâce à la poésie. Ça, moi, ça m'a particulièrement bouleversée. Est-ce que c'est celui-ci? Je m'excuse par avance si ça fonctionne bien. Et mesurer les progrès que maman a fait en quelques années? Ouais, entièrement. Toi, par exemple, comment tu le vois? L'exemple qu'elle emploie. Mais c'est important ça. Pourquoi? Si on n'a pas de vocabulaire, comment on peut communiquer avec les gens? Ah, ça c'est bien dit. Elle s'est épanouie. Ah. Je sais pas, je trouve que t'as un peu plus de présence. C'est-à-dire? Maintenant, on voit qu'elle est là. Avant, on la voyait juste passer comme ça, mais maintenant, on voit qu'elle est là. Elle communique. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle a du vocabulaire, tout ça, elle existe. Pour de vrai, elle est là en chair et en os. Avant, elle n'existait pas. Avant, il n'y avait rien de famille. On a entendu des choses très importantes. Hein. Elle existe parce qu'elle a les mots. Hein. Quand on n'a pas les mots, on n'existe pas. On est un fantôme. Ouais.
C'est la certitude que possède Marie-Agnès, la maman qui t'a confié des choses très très belles au sujet de la poésie, qui l'avait sauvée à un moment donné. Et là, j'aimerais qu'on en vienne à ta prose, où tu relates cette scène littéraire ici, voilà, où tu nous dises voilà, ce que Marie-Agnès t'a dit au sujet. Donc il est question de la maman. Les vers l'apaisaient comme des amis de confiance. Elle récite aujourd'hui encore les yeux fermés un poème de Maurice Rollinat appris au collège. Ce texte, d'une tristesse à fendre le cœur, raconte le désespoir d'une biche qui pleure la disparition de son faon le soir au clair de lune. Dans toutes les autres matières, les informations entraient par une oreille et ressortaient par l'autre. L'addition la plus simple était insoluble, alors une leçon d'histoire ou de géométrie. En dehors de la poésie, Marie-Agnès avait les plus grandes difficultés à lire et surtout à comprendre les lignes qu'on lui présentait. Elle déchiffrait, mais ne prêtait aucun sens à ses suites de lettres. Alors, pourquoi d'après toi, seule la poésie a-t-elle été capable d'opérer cette magie, la biche au clair de lune C'est très compliqué à comprendre. Marie-Agnès, quand elle était scolarisée, donc quand elle était petite fille, elle n'arrivait pas à apprendre. Il se trouve que son papa était illettré et interdisait la présence de livres chez eux. Donc même la maman, les frères, les sœurs avaient interdiction totale de lire. Donc cette petite Marie-Agnès, en CP, CE1, etc., qu'elle a redoublé à foison, elle n'a jamais pu apprendre. Sauf, elle a quand même réussi à déchiffrer. Mais déchiffrer, c'est pas forcément comprendre, c'est un stade de l'illettrisme. On peut déchiffrer les lettres comme des codes, mais pas comprendre ce que ça dit. Sauf que elle comprenait la poésie, ou en tout cas, ça lui parlait, mais ça arrive fréquemment. Il y a des images, voilà, il y a que la prose n'a pas. Et puis voilà, enfant, il y avait cette histoire de faon. Alors ce poème, je l'ai lu avec elle plusieurs fois, il est effectivement, c'est ce que je disais, il est d'une tristesse infinie. Mais voilà, il y a des animaux, c'est des rapports avec une maman, enfin, c'est des choses qui la touchaient. Et donc encore aujourd'hui, c'est pas de la lecture, elle se nourrit, c'est vraiment, elle s'alimente de poésie. Elle emprunte à la médiathèque près de chez elle des dizaines de livres par semaine. Donc, et ce sont pour la plupart du temps des poèmes. Elle engrange, elle se nourrit, elle grandit par la poésie. C'est incroyable. Donc tu as l'air de nous dire, puisque le père avait disposé d'une espèce de chape de plomb au-dessus de la tête de sa fille, parce qu'en fait il était jaloux, il ne voulait pas être dépassé par les enfants. Il ne voulait pas que ses enfants soient supérieurs. Il y a toujours des raisons sociales à l'illettrisme, c'est pas un problème neurologique ou... Non, ça peut... C'est assez fréquemment... Alors, c'est difficile de faire des généralités parce qu'on manque un peu de chiffres à ce niveau-là. Il peut y avoir des troubles, ce qu'on appelle les troubles 10, donc la dyslexie, etc. Mais c'est souvent, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir dans l'association dans laquelle j'ai travaillé, j'ai croisé des centaines de personnes, c'est souvent lié à un milieu social. Alors, c'est pas souvent volontaire, là c'était volontaire, ce papa ne voulait pas que ses enfants soient intellectuellement supérieurs à lui, ce qui est, moi je trouve, une attitude criminelle. Il se trouve que ça existait, mais voilà, c'est des milieux dans lesquels le travail, le labeur, celui qui rapporte de l'argent, prime sur ce qu'on apprend à l'école. Donc on ne suit pas ce que les enfants peuvent faire, on ne suit pas leurs devoirs, et puis ils sont un peu relégués, et puis du coup ils rigolent en classe, du coup les profs en ont ras-le-bol, donc ils sont mis au fond de la classe, et puis c'est un cercle vicieux. Un gosse qui loupe son cours préparatoire, c'est très difficile de raccrocher les wagons après, malheureusement. En tout cas, c'était très difficile pour les adultes qui sont devenus. Alors, au sujet de l'illettrisme, toujours, tu parles de mal invisible. Tu évoques le mutisme, la honte, le corps voûté des illettrés que tu as croisés. Ce sont des petits signes, donc à peine perceptibles. Mais d'après toi, est-ce que la société a envie de voir ces gens-là? Alors, Parce que c'est 2 700 000 personnes. Ouais, je pense qu'il y en a plus. Mais... on est assez d'accord là-dessus, mais oui, c'est plus de 2,5 millions de personnes. C'est-à-dire que c'est plus que la population entière de Paris. C'est-à-dire, imaginez, si vous êtes tous parisiens dans cette pièce, alors aucun de nous ne sait lire. Mais ça veut dire que quand vous sortirez dans la rue, tous les gens que vous croiserez, ce sont des gens qui ne savent pas lire. Donc c'est énorme. Est-ce que la société, elle ne veut pas les voir? Je ne sais pas si c'est volontaire. En tout cas, elle ne les voit pas ou elle les voit mal. Mais elle les voit mal parce qu'ils se cachent. Ils
il se cache vachement bien. Parce que c'est un tel... c'est honteux de ne pas savoir lire en 2017. On est en France quand même, dans un pays où la scolarisation des enfants est obligatoire en plus. C'est le pays des Lumières. Donc c'est pas possible en France de ne pas savoir lire, et en général ça va avec, de ne pas savoir compter. Donc on est celui qu'on moque à l'école. Donc à partir du moment où on se moque de vous à l'école, quand on vous dit que vous êtes con quand vous êtes enfant, si on vous le dit une fois, 2 fois, 10 fois, vous le croyez. Un enfant, il croit toujours ce qu'on lui dit. Donc il se prendra pour un... Il pensera qu'il est idiot. Donc quand on est idiot, et qu'on ne sait pas lire, donc on a du mal à trouver du travail, donc petit à petit, en fait, et je l'ai vu, c'est des gens mais vraiment physiquement, qui se renferment, qui baissent la tête, qui s'habillent de la manière la plus discrète possible. Les femmes cachent leur féminité, parce que être féminine, c'est être vue, c'est se montrer. Ça veut dire qu'on va venir vous parler. Mais si on vient vous parler, il y a des possibilités que vous ne compreniez pas les phrases qu'on vous dit. Donc que vous ne sachiez pas répondre. Donc que vous ayez l'air bête. Et puis qu'on vous repère. Et qu'on vous repère. Donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est des gens qui se cachent toujours. Donc pour moi, c'est un réel handicap. Au même titre que la cécité dont on parlait tout à l'heure, ou le handicap physique. Parce que ça empêche d'avancer dans sa vie d'adulte. Et ça amène tout un tas de moments dans la vie où on bute. Payez votre loyer sans savoir lire et écrire. Vérifiez votre contrat de travail sans savoir lire et écrire. Allez faire vos courses sans savoir lire ce qui est marqué sur un paquet de riz. Tout est problème, donc tout est handicap. Donc c'est un handicap, vraiment. Est-ce que le rôle alors du journaliste, et puis peut-être encore plus de l'écrivain, c'est de révéler l'invisible, le ténus, de mettre en lumière, dans la lumière, ce qu'on ne veut pas voir? C'est de mettre en lumière, et c'est ce qui a participé à mon envie d'écrire. C'était aussi pour mettre en valeur. J'ai beaucoup pensé, évidemment, aux gens illettrés que j'avais rencontrés quand j'ai écrit ce livre. Parce que je trouvais que c'était d'abord écrire pour eux, forcément, ça avait une vraie valeur symbolique. Et puis je trouvais que c'était émouvant pour moi de les mettre en valeur par les mots. Et c'est d'autant plus émouvant qu'ils font des progrès. C'est pas impossible de savoir lire et écrire quand on est adulte. Ils le font très bien. C'est dur, mais c'est pas impossible. C'est d'autant moins impossible que je leur ai envoyé le livre à tous, et qui m'ont envoyé des lettres, des SMS, qui m'ont appelé pour me dire « J'ai bien aimé tel chapitre, quand tu dis ça ». Ils l'ont lu, ce livre. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux pour les remercier de m'avoir accueilli et de me raconter leur vie, parce que c'est pas facile de s'ouvrir à une inconnue. Moi, je suis personne quand j'arrive. Je suis bien gentille, je leur raconte des blagues, je leur donnais des cours pour leur apprendre des choses dans le cadre de l'association, mais c'était dur ils racontent leur vie à personne. Ils me le racontaient à moi. Donc, c'était une bonne manière de leur d'écrire un chapitre qui parlait d'eux. Alors, tu as été confronté avec beaucoup d'émotions à une forme d'impudeur, puisqu'ils t'ont livré leurs secrets. L'impudeur, elle était très présente sur le tournage des films X auxquels tu as assisté. Et là, tu avais une fonction, on t'avait préposé une fonction spéciale, tu devais être là. L'assistante de la réalisatrice, j'étais habilleuse, je m'occupais des accessoires. J'étais repasseuse. J'étais entre autres repasseuse, parce que, donc on voulait parler du X, faut qu'on, maintenant on essaye. Je pense qu'ils veulent voir. Alors, j'espère qu'ils vont voir. Moi j'ai beaucoup ri. Ça le fait. Alors, tu me dis l'image comme ça. On va être déçus, Alexandra. Christophe, l'acteur débutant, a eu une petite panne. Le tournage a donc duré 5 heures, beaucoup plus longtemps que prévu. Christophe est pourtant un libertin, très actif. Oh non. Vous êtes déçus, hein? C'est intéressant. Ben ouais. Oh, je suis désolée. C'est notre faute. Oui, c'est pour leur donner envie de lire ton livre. C'est notre... Alors, il faut une sacrée dose d'humour, j'imagine, pour vivre une telle expérience, et puis être capable d'en parler, ensuite de l'écrire. Page 136. Alors, que vous compreniez bien, donc le but c'était de parler du monde du X, et surtout de parler des comédiens et des comédiennes, dont on se fout littéralement quand on va regarder des films porno. C'est indéniablement, vous ne vous demandez pas, quand vous regardez un film porno, alors
vous n'en regardez certainement pas, mais il existe des gens, et des millions de gens qui en regardent, qui ne se demandent pas d'où vient cette jeune fille, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle va devenir, et ce monsieur, pourquoi il a choisi ce boulot, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est malheureux. Donc voilà, nous, c'est ce qui nous a poussé à aller les voir, pour comprendre qui ils sont, et puis pour savoir comment ils vont. Et donc... Alors, sur ce ton décalé, cet humour indispensable à l'expérience. Oui, un peu, ouais. Alors, dès notre arrivée, nous vivons une situation des plus cocasses. Christophe, le novice, se présente à Fred, un vieux de la vieille, 22 ans de carrière au compteur. Fred vit en couple avec Sylvie, elle aussi ardeuse et présente au casting du film. « Salut, tu vas bien? Tiens, c'est toi qui viens de tourner une scène avec ma femme sur le dernier John Beroud, non? Ah, mais oui, bien sûr, très sympa ta femme. » Nous buvons un café dans la cuisine et déjà les discussions adoptent ce ton décalé qui fait toute la différence. Pourquoi il est indispensable ce ton décalé? Parce qu'il c'est pas moi. Il est comme ça, c'est-à-dire que c'est salvateur pour eux aussi. Même eux, ça les fait pas rire. C'est moi avec c'est moi en tant qu'élément extérieur qui ne suis jamais allé sur un tournage de film porno, qui, en discutant avec les uns les autres, assiste à une discussion où deux mecs se rencontrent qui ne se sont jamais vus de leur vie, et un dit à l'autre, bah tiens, t'as tourné avec ma femme la dernière fois, ah bah oui, dis donc, ta femme, rudement sympa, alors que... ça nous fait rire, mais eux, c'est comme un infirmier, une infirmière qui se croiserait, qui dirait, ah bah tiens, en 92, tu bossais aux urgences avec ma femme. Pour eux, ça n'a rien de décalé, sauf que quand nous, on arrive dans ce milieu-là, on se sent un peu voyeuse, c'est ce que tu écris, je me sens un peu voyeuse, le regard irrésistiblement attiré par ces corps nus, je détaille l'anatomie de chacun, c'est plus fort que moi, sexe, poitrine, fesses, je scrute chaque corps à ma portée. Est-ce que c'est difficile d'écrire ça, de vivre ça et de l'écrire après, parce que là, toi, c'est-à-dire quand on a assisté pendant 3 semaines à des scènes de X, écrire fesses, ça va. C'est même, j'aurais pu y aller un peu plus franco. Non, ça fait du bien de l'écrire quand on l'a vécu et qu'on a essayé de se... Je ne sais pas comment dire, de se tenir. Alors je le dis, le problème c'est que quand on a des gens qui se baladent nus devant soi pendant des heures, parce que quand les scènes sont terminées, par définition, les comédiens sont tous nus. Alors parfois ils sont 2, parfois ils sont 6, voire plus. Donc ils finissent tous à poil, mais ils exercent leur métier tout nus. Donc quand la scène est terminée, ils ne se précipitent pas pour cacher, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. C'est pas un problème. Donc ils peuvent continuer à discuter pendant un quart d'heure tout nus, sauf que moi j'ai pas l'habitude de discuter avec mes collègues quand ils sont dénudés. Donc je suis obligée de regarder les poitrines des filles, les fesses, les sexes, je sais pas comment dire. On est obligé de regarder. Et je trouve que ce serait même malsain d'avoir un petit côté dame la pudeur à pas regarder. C'est pas possible, ils sont à poil, allons-y, regardons-nous. Mais pourtant, il semblerait que parfois cette cécité volontaire dont on parlait tout à l'heure, t'a sauvé la mise, parce qu'il y avait vraiment des scènes qui semblaient très pénibles et assez intolérables. Comme ce que tu peux ici. Il y a eu des moments difficiles quand même sur ce tournage. Alors attends, si on parle de quoi? Quand tu regardes Oui, d'accord. Face à l'écran, j'atteins mon seuil de tolérance, révoltée de voir des hommes prendre du plaisir sans l'assumer, dissimulant leur visage pour des raisons familiales, professionnelles ou religieuses. Quant aux filles, qu'elles soient belles, grosses, jeunes, laides, blanches ou noires, elles peuvent être maltraitées, insultées. Elles n'en restent pas moins toujours souriantes. C'était des films amateurs. C'était des films amateurs. Alors, ce que je raconte là, je ne l'ai pas vu de mes yeux, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu sur un écran, et ça m'a été raconté par une jeune fille qui participait à des tournages amateurs. Alors mes pauvres, le peu que vous ayez vu là, c'était avec des comédiens professionnels. Ce que vivent les filles, c'est beaucoup plus dur pour les filles que pour les garçons. Elles sont mieux payées, c'est là. Le seul métier d'ailleurs où les femmes sont plus payées que les hommes, c'est celui-ci. C'est elles qui figurent sur la jaquette, donc c'est elles qui font vendre, donc on leur donne un peu plus de sous.
Mais oui, il y a des choses qui sont insupportables à voir, parce que je sais qu'elles sont insupportables à vivre. Forcément. Alors, le temps passe très vite. Tu es allée dans un couvent également. Un couvent de bonnes sœurs, cisterciennes, Ouais. voilà. Ouais. On va voir, j'espère, un morceau du film. Et puis tu vas nous dire... Vous mettez l'eau à la bouche et puis on vous retire le... Non, mais c'est très... Alors... C'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Et au monastère, on ne fait pas que prier. Sur Claire Françoise et Alexandra. Oh là 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 là. Il voit vraiment... Oui, je crois que vous Il y a trop de fenêtres. On essaie plus après. Alors, je suis étonnée par les similitudes entre le tournage au couvent et ce que vont me raconter nombre de hardeurs. Sœur Claire Françoise, l'ancienne punk, comme Lisa et ses consoeurs ont emprunté des chemins de vie extrêmes après s'être parfois un peu perdus. Alors, tu nous dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre les hardeuses et les bonnes sœurs. religieuses. Alors, Et les religieuses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer alors ton sentiment? ça peut paraître étrange. Alors beaucoup, il y en a. Ouais, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas il y en a. Dans l'extrait qu'on voulait vous montrer, sœur Claire Françoise, donc à qui on me présente, elle a passé du temps dans des squats, à vivre un peu à droite à gauche, elle a pris de la drogue, et donc elle me raconte ça. Et en fait, il se trouve que quand elle me raconte ça, ça me rappelle ce que m'a raconté une comédienne de l'X quelques semaines avant. C'est-à-dire qu'on sent dans ce qu'elle raconte, mais il y avait même parfois des phrases qui étaient exactement similaires. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des jeunes filles qui ont voulu dire merde à leurs parents, qui ont voulu entrer en rébellion, et qui ont choisi des chemins très, je sais pas comment dire, très extrêmes. Et que ce soit le couvent ou le porno, quand on est parent, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à entendre quand notre fille nous dit « je vais faire du porno » ou « je vais vivre jusqu'à ma mort dans un couvent et tu me verras peut-être qu'une fois par an et je passerai mon temps à prier Dieu et pas à faire des enfants, à vous embrasser, à travailler, à me marier, je ne sais quoi ». Bah, c'est des choses qui sont dures à comprendre, je pense, pour les parents. Et effectivement, on a trouvé des similitudes avec le réalisateur avec qui j'ai fait les 2 films. Par 2 fois, on a tourné en plus les 2 documentaires l'un après l'autre, donc c'était encore frais dans notre esprit. Il y avait des phrases qui étaient mais les mêmes. Donc on s'est dit, mais oui, parce que c'est des choix de vie extrêmes. Donc la racine, ce qui vient avant, bah, est peut-être similaire. Ouais. Alors cette immersion dans un couvent a été une vraie gageure pour toi parce que la foi, tu nous le dis à nombre de reprises, tu l'écris à nombre de reprises dans ton livre, c'est pas ton fort, ou en tout cas ça n'est plus ton fort. Et tu nous lis des choses très intimes à l'ouverture de ce chapitre. J'aimerais bien que tu nous lises, voilà, si tu veux, Enfant, j'étais scout, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. De 8 à 13 ans, j'ai été Jeannette, puis guide chez les scouts unitaires de France, à Mont-Soleil-Mines. Nous partions camper chaque été. Parfois, nous allions bivouaquer une nuit ou 2 le temps d'un week-end. J'ai adoré cette période, même si papa et mes frères se moquaient de moi quand je quittais la maison avec ma jupe plissée bleu marine, mon béret, mon foulard. Papa, l'instituteur athée, voyait sa fille passer son temps avec des culs bénis. Il avait de quoi se marrer. Lever des couleurs, bénédicité, messe, nous avions droit à tout. À cette époque, je croyais. On nous demandait de réciter une prière vers 7 h chaque vendredi matin. Bon petit soldat, je faisais sonner mon réveil un peu plus tôt ce jour-là et je priais dans ma chambre. C'était mon rendez-vous à moi avec la religion. La foi est quelque chose d'exotique pour un enfant. À quoi croyais-je exactement? Je ne me rappelle pas, mais c'était mon affaire. Je m'y appliquais comme si ça avait été un travail. Ça devait me donner de l'importance. Et avouons-le, on n'a rien écrit de plus romanesque que le Nouveau et l'Ancien Testament. J'en reste convaincue. C'est parfois un peu aride à lire, j'en conviens, mais quelle épopée tout de même. En tout cas, je croyais en Dieu, dur comme fer. Et puis mon père est mort. J'avais 10 ans. Est-ce que j'avais mérité de prendre une telle raclée? Toujours est-il que je suis partie un matin à l'école et que je ne l'ai jamais revu.
À partir de ce jour maudit, j'ai éliminé la prière du vendredi de mon emploi du temps. Le doute est entré dans ma vie alors que s'évanouissait à jamais l'insouciance. Dieu n'est qu'amour, soit. Mais dorénavant, j'allais cesser de croire. À 10 ans, je tentais de tenir debout et de pousser à peu près convenablement, sans mon tuteur, ça m'occupera suffisamment. Voilà, le but, c'est pas tant de raconter ma vie, ce que je fais pour très largement, mais c'est d'expliquer qu'à la veille de rentrer dans un... à la veille de rentrer dans un couvent où la foi est omniprésente, où la prière occupe 6 heures dans la journée, ne pas avoir la foi, c'est pas anodin. Mais elles n'ont jamais essayé de te convertir, tu le dis, il n'y a pas eu de prosélytisme, elles t'ont laissé douter, mais je pense que ça les a beaucoup touchées, notamment ce que tu écris, page 122, au sujet du doute. Tu sais, les plus grands croyants, les plus grands mystiques sont dans le doute, hein, toujours. Donc en fait, tu es mystique et tu ne le sais pas. Mon athéisme, j'aime beaucoup ce passage. Donc on est à la toute fin, je vais leur dire au revoir. Mon athéisme pardonné, elles auraient cependant aimé que j'entrevoie un filet de lumière, même le plus mince. En secret, je crois qu'elles ont espéré que mon séjour auprès d'elles ait ravivé quelque chose en moi. Certes, j'ai changé. J'ai découvert un monde qui m'était alors inconnu. J'ai aimé le balai de leurs robes dans le cloître, le son des étoffes dans le silence de l'église. J'ai adoré leurs rides et les sourires silencieux, les légumes cuits à l'eau quand je rêvais de charcuterie, les confitures de sœur Georgette Marie, le crier et les essonnes, le chapitre matinal et la lecture sans cesse répétée des règles bénédictines, mais la foi n'est toujours pas là. C'est un film magnifique. Elles sont très très belles, ces sœurs. Elles sont belles et drôles. Et elles sont extrêmement Ouais, drôles. elles sont belles et drôles. Groupies du pape, le moment où elles sont devant la télé le soir. Ouais, on a eu la chance d'être présents. C'était un hasard. La vie fait bien les choses. On était présents le soir de l'élection du pape. Donc c'est un des rares moments dans l'année, dans leur vie, où elles allument la télé. Elles ont une salle télé quand même avec un écran qui fonctionne. Et donc on a assisté sur KTO, donc la chaîne Cato, à l'élection du pape, la fumée, Rome, le Vatican, le balcon, tout. Et elles étaient, c'était scène d'hystérie dans la salle télé. Ouais. Ouais. Alors à présent, on va arriver au dernier film et on va parler d'une autre élection. On est en 2012 et puis là ça va bien, c'est l'époque de parler de toutes ces choses-là. Tu te rends à l'usine Sideco de Vermaudan dans le Doubs, à quelques kilomètres de Sochaux. Et cette usine existe depuis 1920, en ce début d'année 2012, où a lieu le tournage. Nous sommes en pleine campagne présidentielle et tu vas te rendre compte que ceux qui votaient PC il y a quelques années votent à présent Front National. Ouais. Alors justement, je sais pas, est-ce on essaie, ça t'embête? Ouais, non, on va. Alors, l'équivalent du film se trouve page 79-80, j'ai tout prévu. Ah, ils sont tellement chouettes ces films. C'est à l'heure du café, et bien, les gens avec lesquels tu travailles à l'usine. Voilà, un de mes collègues te disent certaines choses. m'a invité pour le week-end. Et donc, on est au matin du deuxième tour des élections. On prend le café. Ce matin-là, à l'heure du café et des croissants, c'est l'extrême droite qui m'invite à sa table. Quand je leur demande à tous ce qu'ils ont voté au premier tour, c'est un même nom qui fuse. Un prénom, plus exactement. La Marine. Ils ont tous opté pour la Marine 2 semaines auparavant. Mon croissant passe mal. La personne que je suis part prendre l'air, le temps de cette conversation et laisse la journaliste attabler avec les autres. Je ne pense qu'à mon travail, à l'interview que je suis en train de mener dans cette usine bleu marine. J'affiche un visage d'une parfaite neutralité, mais Gilbert me connaît suffisamment pour savoir que je n'adhère pas à ses choix. Peu importe, ils ne sont pas là pour me faire plaisir. Je leur pose des questions, ils me répondent. J'essaie de comprendre pourquoi ils ont voté pour Marine Le Pen, mais également pour son père à l'élection précédente, même si je me doute de la réponse, laquelle ne se fait pas attendre. Selon Gilbert et Monique, si les immigrés étaient moins nombreux en France, il y aurait plus de travail pour leurs enfants. Compte tenu des galères que traversent les 2 garçons pour trouver un emploi stable, je ne vois pas trop quoi leur répondre. C'est peine perdue de toute façon, puisqu'ils ne s'arrêtent pas là. Les immigrés ont beaucoup d'aide, trop selon eux. La CMU, les allocations de toutes sortes, tout est fait pour aider ces familles trop nombreuses à s'en sortir sans travailler. Gilbert, lui, doit avancer le prix des médicaments à la pharmacie, pas eux. Ils ont de grosses voitures, plus belles que ceux de Gilbert.
Ils vivent dans de grands appartements en loyer dérisoire, alors que Gilbert a dû faire lui-même les travaux de sa maison. Enfin, Marine les comprend, elle les écoute, ce qui, selon eux, n'est pas le cas du reste de la classe politique. Et quand tu écris tout ça, on l'entend, je le sens aussi, il n'y a aucune ironie. Parce que ta règle numéro 1, c'est de ne pas juger, justement. Ah oui, non, il y a ni ironie, ni jugement, ni, j'allais dire, c'est peut-être idiot, enfin, je sais pas, mais il n'y a pas de dégoût non plus. Je ne le comprends pas, je ne partage pas leur idée, mais le dégoût, il entraînerait le jugement. Donc ça, voilà, je ne partage pas du tout leurs idées politiques. Je suis là pour qu'ils me racontent pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils vivent leur vie d'ouvrier, puisque je travaille avec Gilbert chez un sous-traitant automobile. Ben voilà, je suis là pour comprendre leur vie. Donc ils votent la Marine, toute la famille, hein, le papa, la maman, les 3 enfants, tout le monde a voté la Marine. Ils vont voter Sarkozy l'après-midi même, donc pour le 2e tour. Ils me racontent tout ça. Et moi, je suis là pour comprendre et essayer de comprendre pourquoi ils le font. Je ne suis pas là pour essayer de les faire changer d'avis ou de les faire adhérer à mes idées politiques. Elles sont bien faiblardes en plus, hein. Je fais ce que je peux. Donc, non, il n'y a pas d'ironie. Ça n'appelle pas tellement l'ironie, le péniste, hein, de toute façon. Donc ils m'accueillent, ces gens, c'est pas des criminels. Ils n'ont tué personne et ils ne tueront jamais personne. C'est juste qu'ils ont un vote que j'estime dangereux et que j'ai du mal à comprendre. Je suis là pour comprendre. Alors je pense que tu as dû comprendre les choses en profondeur en passant ces semaines auprès d'eux, surtout quand tu sais à quel point leur travail était aliénant, à quel point cette aliénation pouvait faire naître ce que Arendt appelait la banalité du mal. Donc je crois que cette page est importante. 2 jours consécutifs devant la même machine et je sais où trouver les pièces, où les remiser, comment mettre en route et éteindre mon outil de travail. Ces réflexes sont à chaque fois étonnants mais aussi un peu effrayants, dans ce cadre en tout cas. Je ne peux m'empêcher de penser à Charlie Chaplin dans les temps modernes. L'usine dans laquelle je travaille est bien plus petite que celle du film, plus humaine. Mais malgré tout, je me remémore ce pauvre Charlot, déprimé, en burn-out avant que ce terme ne devienne à la mode, face à une vie réglée comme du papier à musique. L'habitude poussée jusqu'à l'aliénation devient banalité. Le chemin est balisé, il suffit de se laisser porter sans la moindre réflexion. En d'autres temps et en d'autres lieux, la banalité du mal a fait ses preuves. Des hommes ont pu commettre les pires crimes parce qu'ils suivaient une ligne directrice si bien tracée qu'elle ne demandait qu'à être adoptée. À l'usine, pas de pouvoir totalitaire, mais une hiérarchie respectée, des horaires fixes, des gestes précis, pour que la tâche soit effectuée correctement. L'aliénation au travail, quel que soit son degré, porte ses fruits chaque jour et dans les usines du monde entier. Là, tu tiens une explication. Oui, une partie. Je pense que c'est une partie. Le social et ce qu'ils nous racontent dans l'extrait précédent, c'est que leurs gosses qui sont en âge de travailler ne travaillent pas. La maman ne travaille pas, parce que du boulot, il n'y en a pas. Et qu'ils arrivent à faire des missions d'intérim. Parfois, ils me racontaient qu'on appelle leur fils pour 2 heures de travail. On lui fait balayer un entrepôt, et puis l'agence le renvoie chez lui. Donc il est payé une misère. Sauf que s'il dit non pour 2 heures de travail qui lui prendront peut-être 3/4 d'heure de voiture, on ne le rappellera pas. Donc socialement, c'est des gens qui sont à côté. Pour moi, ils sont à côté de la société. Ils sont à côté du monde du travail qui fonctionne, qui avance, qui gagne de l'argent. Voilà, des gens qui avancent. Ils sont vraiment à côté. Et puis, il y a effectivement, pour ceux qui bossent, passer des années, sa vie entière, à ne pas savoir ce qu'on fabrique. Intellectuellement, je ne sais pas comment dire, ça freine des choses, ça obstrue des choses, ça ferme des tiroirs, dans tous les petits tiroirs qu'on fait fonctionner chaque jour dans notre cerveau. Donc, tout ça participe, je pense, d'un vote lupiniste. Et puis il y a autre chose qui est après l'extrait précédent que j'ai lu, quand je dis que les hommes politiques ne s'adressent pas à cette partie de la population, parce qu'ils se bouchent le nez, parce que les ouvriers
on s'en fout un peu. Au fond, on s'en fout un peu. Parce que c'est pas eux qui rapportent, parce que le pouvoir d'achat, c'est pas vraiment qui représente ce truc-là. Sauf que c'est pas vrai, c'est 6,5 millions de personnes, c'est énorme. Et que 6,5 millions de personnes qui votent, bah, c'est pas rien. Sauf que si une personne leur parle en les regardant dans les yeux, et c'est ce que Marine Le Pen est en train de voir, on est abreuvé de débats en ce moment, il y a qu'elle qui regarde bien l'écran, l'objectif et la caméra quand elle leur parle. Elle a un discours très populiste. Et ben ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne parce qu'elle leur parle. Est-ce qu'elle croit ce qu'elle dit? Ça, c'est un autre problème. Mais elle s'adresse à eux et ils le ressentent. Alors, toi, tu n'es pas Marine Le Pen, évidemment, mais tu les as regardés dans les yeux. C'est quelqu'un de très direct. Contrairement à nos habitudes, les objets filmés deviennent les miens, mon équipe étant désormais les autres. Tu as oublié l'équipe, tu ne fais plus partie de cette famille de journalistes, de caméramans, mais tu fais partie de ces gens-là. Comment tu peux expliquer ce passage de l'autre côté? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé que j'ai fait 4 pas en avant. C'est-à-dire que pendant 20 ans, quand je faisais des reportages, des documentaires, j'étais debout comme ça et j'avais un caméraman à côté de moi et je posais mes questions comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait partie on était comme 2 siamois, toujours collés, toujours à avancer ensemble, à pouvoir se parler à l'oreille, pouvoir se dire des choses, il se passe quelque chose ici, il se passe quelque chose là. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une seule personne, hein, une équipe de tournage comme ça, sachant que quand on a un preneur de son par exemple, il est lui aussi en général assez proche de nous. Sauf que là, comme j'étais en immersion avec les groupes qu'on filmait, et que c'était, alors c'est des termes un peu pas très jolis, mais j'ai pas trouvé mieux, comme c'est de l'immersion participative, c'est-à-dire qu'à l'usine je travaille avec les gens, du coup j'étais avec vous qui êtes dans l'usine, sur vos ateliers, en train de travailler. Donc j'étais plus avec l'équipe, donc je faisais quelques mètres en avant. Et cette distance physique qui n'a l'air de rien, en fait elle est énorme. Parce qu'effectivement j'étais plus dans la bulle des filmeurs, mais dans la bulle des filmés. Et ceux que je touchais, c'était les gens avec qui j'étais et que je rencontrais, avec qui je partageais du temps. Et c'était plus mon caméraman avec qui j'étais toujours collée, que je frôlais sans cesse. Et je pense que ce déplacement dans l'espace et dans l'humain aussi a permis cet ancrage chez les gens, dans la vie. Et c'est cet ancrage-là, cette force d'incarnation-là qui t'a poussé, comme par réflexe, à écrire le livre. Peut-être que si tu avais fait des reportages sur d'autres modes, de manière plus classique, comme ce que j'ai fait pendant 20 ans, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que je me suis... tous ces gens avec qui j'ai passé 3 semaines, alors vous allez me dire 3 semaines c'est pas long, d'abord c'est un peu long, et puis quand on se lève avec les gens, quand on se couche avec eux, quand on travaille avec eux, qu'on a mal au dos au même moment, qu'on ressent les mêmes courants d'air, qu'on se cogne aux mêmes machines, qu'on entend les mêmes chants liturgiques 6 heures par jour, de 4 heures du matin à 20 heures, quand on a froid dans le même cloître, qu'on mange les mêmes légumes bouillis au réfectoire. Enfin, j'en rajoute parce que c'est vraiment ça. Il se crée un lien que je n'avais jamais tissé avec les personnes que j'ai rencontrées avant. C'est-à-dire que je suis en lien, je suis allée voir les religieuses du couvent dont je parle dans le livre il y a une semaine, 10 jours. C'est comme si je les avais quittées la veille. Il y a un lien qui est presque familial, j'allais dire filial, mais c'est presque ça. La mère supérieure me parle comme si j'étais sa fille. Elle n'a de fait pas d'enfant, hein, indéniablement, mais je sais pas, il y a des caresses, des chaises, des choses qui font que ça crée un lien et que je ne pouvais pas ne pas l'écrire parce que ce qu'on voit là ne suffisait pas pour moi, je trouve, à rendre compte de ce lien. Et c'est vrai que la littérature, l'écriture permet d'aller, enfin c'est ma certitude, Oui. beaucoup plus loin que l'image encore, Oui. et c'est un livre qui est extrêmement émouvant. Et donc,
n'hésitez pas à poser des questions à Alexandra. On a encore quelques petites minutes avant de se retrouver dans les salons pour boire un verre ensemble. Et puis, et Alex, tu pourras dédicacer tes livres aussi. Oui, moi, c'est la question que je me suis posée dès le départ quand j'ai vu les documentaires. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu une grande partie. 3 semaines. 3 semaines, ça me semble énorme. Pourquoi 3 semaines? Parce que, alors pour deux raisons. 3 semaines, c'est le temps, on dit, les médecins disent que quand on fait une cure, par exemple, une cure de désintoxication, il faut un minimum de 3 semaines pour, voilà, pour un peu changer ses habitudes, en tout cas pour un peu oublier les siennes. C'est un temps minimum, on va dire. Parce que, je prends l'exemple des cures de désintoxication, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il faut beaucoup plus de temps que ça. Mais en tout cas, c'est un temps minimum, et je m'en suis rendu compte, pour un peu sortir de ses propres rails. Et commencer à, effectivement, se mettre dans celle des autres. Et il se trouve que les documentaires qu'on a fait, nous, en France, avec l'agence CAPA, étaient une adaptation d'un format espagnol qui s'appelait 21 días, 21 jours. Donc, eux avaient déjà appelé ce format comme ça, mais exactement pour la même raison. C'est-à-dire que c'est un temps minimum. Il y a même un temps au bout de 10 jours, c'est-à-dire exactement à mi-parcours, et je m'en suis rendu compte les 12 fois. À chaque fois, à mi-parcours, il y a j'avais pas le moral, j'en avais marre, j'étais triste, ou alors effectivement j'avais oublié ma vie précédente. C'est-à-dire que je m'étais vraiment très vite mise dans les pas des autres, et 3 semaines, alors là c'était, je pouvais partir avec les autres, et ma vie d'avant n'avait pas existé, quoi. C'est un... Je ne sais pas exactement, il doit y avoir une explication scientifique et beaucoup plus poussée que la pitoyable explication que je vous donne, mais en tout cas, je m'en suis rendu compte, ouais. C'est un minima. Mm-hmm. Oui. Question pas évidente à poser. En fait, je m'interroge sur la sexualité des bonnes sœurs, parce que, en fait, Moi aussi. on entend parler indirectement de la sexualité des prêtres à travers leurs relations dont la presse parle avec les enfants, ou même des relations avec des femmes qui sont pas qui sont cachées. Ouais. Et on peut penser qu'il y a une tension chez les hommes d'église dans ce domaine-là. Mais je me demande s'il y a une symétrie par rapport à la femme, aux femmes, pour les bonnes sœurs. Je me demande si ces questions-là, ce sujet-là sont complètement occultés, cachés, ont disparu de leur tête, ou bien si le fantasme, c'est elle le fantasme à travers, par exemple, le sublime, à travers une sorte d'adoration envers Jésus-Christ, qui pourrait représenter leur elles disent toutes être amoureuses du Christ, mais c'est vraiment le terme, elles parlent d'amour avec un grand A. Et puis d'extase orgasmique. Ouais. Oui, il y en a une entre autres. Oui, et puis il y en a une entre autres, une sœur assez âgée, qui avait un peu plus de 80 ans au moment du tournage, qui est toujours là, que j'ai vu la semaine dernière, qui elle avait connu l'orgasme physique, vraiment, qui avait eu un fiancé qu'elle a quitté parce qu'elle est tombée amoureuse de Jésus-Christ, et qui donc, elle a prononcé ses vœux, elle s'est engagée dans des vœux monastiques. Et elle faisait le parallèle, donc moi je la regardais, j'étais ébernue, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me racontait, mais elle faisait vraiment le parallèle entre l'orgasme physique qu'elle avait pu connaître avec son fiancé 60 ans auparavant, et l'amour qu'elle ressentait pour le Christ. Alors, je l'ai entendu tout ça, est-ce qu'il faut l'admettre, est-ce qu'il faut l'accepter, est-ce qu'il faut se dire qu'elle dit vrai, ou qu'elle divague, que ça l'arrange bien de penser ça? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est certain que les 34 sœurs à l'époque me parlaient d'un véritable amour pour le Christ. Après, ce qui leur pose problème, plus que l'absence de sexualité pure, c'est le fait de ne pas enfanter. Ça, c'est un réel problème. Et toutes, enfin, pas toutes, mais beaucoup m'en ont parlé. Et le moment, par exemple, où le moment de la ménopause est un moment extrêmement compliqué pour elle à dépasser,
parce que c'est de fait le passage vers « assurément, je n'aurai jamais d'enfant ». Plusieurs m'ont dit, avant cet âge-là, avant en tout cas la période de la ménopause, on se dit que c'est toujours possible. Elles peuvent sortir, elles ne sont pas enfermées. Donc c'est toujours possible. À partir du moment où la ménopause est faite, là elles se disent, mon Dieu, mais je n'aurai pas d'enfant. C'est plus ça, j'ai l'impression, qui leur pose problème, plus que l'absence d'une vraie sexualité physique réelle. Voilà ce que j'ai réussi à en tirer, parce que vous imaginez bien que la question m'obsédait. Mais voilà la réponse qu'elles m'ont donnée, et je l'ai posée à plusieurs d'entre elles, et ça ne leur pose aucun problème qu'on leur pose la question. Alexandra, on va être obligé de voilà. passer de l'autre côté, mais vous pouvez continuer à poser des questions à Alexandra de l'autre côté, au Camembert. Merci beaucoup, Alexandra. Merci.